toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire consacré au Dark Web, un sujet fascinant mais souvent méconnu. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons un invité surprise que vous pourrez remarquer sur votre écran. Je vous laisserai la surprise à la fin de la présentation. Le Dark Web est souvent associé à des activités illicites, mystérieuses, et il suscite à la fois de la curiosité et de la crainte. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers complexe pour démystifier certains mythes et mieux appréhender les réalités de cette partie cachée du web. Je vous encourage à rester attentif et à participer activement en posant vos questions dans le chat. Vous avez la petite bulle en haut de votre écran qui vous permettra d'interagir avec nous et en partageant vos réflexions. Et enfin, ce webinaire sera disponible dès cette fin de semaine sur le site des webinaires.lafibre64.fr. Merci encore pour votre présence et sans plus tarder, nous allons commencer notre exploration du Dark Web avec, attention, je pense que tu vas pouvoir nous dire qui tu es, Baptiste Postel. Allez. Bonjour à tous. Merci Baptiste, ça a été un teasing. Franchement, je pense que personne s'en est douté. Non, c'était très bien caché. Exactement. Oui, alors, c'est effectivement pour faire un petit clin d'œil à une image qu'on voit très souvent sur Internet, avec le réseau Anonymous, avec ces pirates qui auraient... Alors, j'ai oublié le sweat à capuche noire aujourd'hui, mais on pourrait avoir la capuche, le masque. Donc, c'est l'image qu'on retrouve souvent sur Internet quand on va voir, et vous allez voir, ça va illustrer pas mal ma présentation. Donc, je partage mon écran. Merci Victoria pour cette introduction. Merci à tous d'être présents. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va essayer de vous éclairer sur ce qu'est le Dark Web. Donc, faire alors de manière assez pédagogique. On ne va pas rentrer dans les détails extrêmement non plus, mais on va essayer de voir ce que c'est, à quoi il faut faire attention et quelles solutions on a par rapport aux menaces que représente le Dark Web. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Baptiste Foster, je suis agent de la FIB64 et notamment parmi mes casquettes, je suis délégué à la sécurité des systèmes d'information. Tout d'abord, un petit point définition, Darknet ou Dark Web, un petit point de sémantique. Alors le Darknet, ça désigne l'infrastructure, le réseau physique qui va se superposer à Internet et qui va nécessiter des logiciels spécifiques pour y accéder. Donc, en fait, le Darknet, ça va être le composant, la structure qui va permettre au Dark Web d'exister. Et donc, le Dark Web, qu'est-ce que c'est? Ça va faire référence à un contenu hébergé sur ces fameux réseaux Darknet. Et ça va être des sites web, des services qui sont uniquement accessibles avec ces réseaux spécialisés. Alors, ça, c'est la sémantique précise. Il est probable que pendant la présentation, je dise Darknet à la place de Dark Web. Ne m'en veuillez pas, je vous prie. Le Dark Web, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Dark Web? Alors, une définition un peu simple, un peu facile à appréhender, c'est de se dire que le Dark Web, c'est une partie cachée d'Internet, accessible uniquement via des navigateurs spécialisés, comme on vient de dire, donc des sites web non indexés par les moteurs de recherche classiques. C'est-à-dire que quand on va aller sur Google et rechercher quelque chose, on ne pourra pas tomber sur ces contenus du Dark Web. Et donc, on l'a dit déjà précédemment, c'est hébergé sur des réseaux superposés aux réseaux classiques qu'on appelle les Darknet. Donc, on va voir sur le schéma qui arrive un peu toute l'étendue du Dark Web. Alors, vous voyez, le Dark Web, on le voit tout à fait en bas. Mais on va commencer par le début, ce qu'on appelle le Clear Web, ou l'Internet de surface, ce qui est finalement accessible à tout le monde sur Internet. Alors, vous reconnaissez assez facilement des pictogrammes Facebook, LinkedIn, Wikipédia, Google. Donc, c'est tout ce qu'on va pouvoir trouver sur Internet de manière classique. En dessous, il y a toute une partie très, très grande qu'on appelle le Deep Web.
En fait, c'est accessible sur Internet, mais pas indexé par les moteurs de recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez dans Google, ça n'apparaît pas dans les résultats, ou tout autre moteur de recherche, évidemment. Donc là, sur l'image, vous pouvez voir qu'on parle de contrats, de documents légaux, de bases de données, de documents personnels, de certains forums. Et généralement, ce qui va faire que c'est sur le Deep Web et non sur le Clear Web comme on a au-dessus, c'est que ça va être des espaces privés sur Internet. Le meilleur exemple étant votre messagerie électronique. Votre messagerie électronique, vous y accédez par un mot de passe et en faisant une recherche sur Google, on ne trouverait pas le contenu de vos échanges mails. Donc en fait, toute cette partie, généralement accessible par des mots de passe, par des choses un peu particulières, c'est ce qui va constituer le Deep Web. Donc c'est une zone d'ombre, mais tout à fait normale. Et tout en bas, on va avoir le Dark Web qui va être accessible, là c'est les petits sous-marins que vous voyez, accessible uniquement par des logiciels spécifiques. Et on a des petits pictogrammes, mais on va essayer de détailler toutes ces informations-là par la suite. Comment accéder au Dark Web? Alors, la présentation d'aujourd'hui ne se veut pas un tutoriel pour pouvoir accéder au Dark Web et que vous puissiez vous-même y aller dès cet après-midi et consulter des pages. Ce n'est pas le but, mais c'est une visée pédagogique et essayer de mieux comprendre ce qu'il en est. Donc, pour accéder aux contenus qui sont disponibles sur le Dark Web, il faut un navigateur spécifique. Le plus connu, il s'appelle Tor Browser. Et ça permet de se connecter à des sites dont l'extension de domaine est en .oignon. Donc, on a l'habitude de connaître des sites en .fr, .com et .net, etc., etc. Là, les sites vont avoir une extension très particulière qui s'appelle .oignon et qui n'est accessible que par ce navigateur Tor Browser. Petite parenthèse, le .oignon, donc c'est de l'anglais, ça fait référence à l'oignon, et il faut y voir les couches successives de l'oignon. C'est comme ça que va être rendu difficile et anonymisé l'accès au Dark Web, c'est qu'on a différentes couches de protection. On passe de serveur en serveur pour pouvoir accéder à l'information désirée. C'est ça qui va rendre le traçage des activités faites sur le Dark Web très difficile, puisqu'on a des étapes de serveur en serveur qui vont être cryptées. Au-delà de ça, si vous voulez si vous voulez accéder au Dark Web depuis votre ordinateur, ce que, à nouveau, je ne vous recommande pas, il faudrait utiliser un VPN qui va permettre de renforcer encore plus votre anonymat. Donc le VPN, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ce qu'on appelle un réseau privé virtuel qui va simuler le fait que vous soyez connecté sur une autre adresse IP que la vôtre. Donc typiquement, on pourrait faire croire qu'on est en Argentine pour aller naviguer sur un site internet quelconque. Voilà, donc ça, c'est le VPN, et on recommanderait d'utiliser un VPN pour accéder au Dark Web. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur le Dark Web? Hein, parce que c'est là que ça va devenir intéressant, entre guillemets, évidemment. On peut trouver notamment alors, tout ce qui va avoir trait au piratage, mais des cartes bleues avec leur code pour 20 $. Donc des cartes bleues qui fonctionneraient, évidemment. Des informations de connexion bancaire, des comptes, alors Coinbase, c'est comme le Bitcoin, hein, des comptes Facebook piratés. Donc pour 25 $, grosso modo, on pourrait avoir les identifiants d'un compte Facebook piraté. Pour après, s'en servir pour faire autre chose. On pourrait acheter un passeport européen falsifié, donc un faux passeport pour 3000 $. Etc., etc. Donc des malwares. Donc vous voyez un pirate qui voudrait faire un malware pour Android. Donc un malware, c'est un logiciel malveillant. On peut trouver ça clé en main à 650 $. Et derrière, ça veut dire que les pirates ils vont essayer d'en retirer une manne d'argent
encore plus importante. Et de la même manière, pour les attaques par délit de service distribués, où on peut organiser ce genre d'attaque sur des sites Internet à partir de 10 $, vous voyez. Donc, on va trouver tout ce genre de choses, tout ça est évidemment illégal, et ça va nous permettre de nous rapprocher un petit peu des dangers du dark web. Alors, les dangers du dark web. La première, hein, la plus évidente, c'est qu'on y trouve des activités illégales. Donc, on a vu tout à l'heure sur une illustration la vente d'armes, mais la même chose pour la vente de drogue, des faux documents. Donc, ça fait que c'est quand même pas un endroit tout à fait sûr. Ce qui va nous intéresser un peu plus précisément aujourd'hui, ce sont des risques de cybersécurité. Déjà, quand on va aller sur le dark web, on va pouvoir tomber sur des sites qui sont eux-mêmes déjà infectés de malware. On n'est pas sur des sites, sur des grands sites commerciaux comme Amazon ou comme Darty. Les sites sur lesquels on va naviguer, on ne connaît pas grand-chose sur eux, et donc à tout moment, on risque de se faire infecter en naviguant sur ces sites. On peut aussi tomber sur des sites de phishing qui sont hébergés sur le dark web. Et enfin, des escroqueries. Donc les fraudes sont courantes sur le dark web. Typiquement, si on revient 2 slides en arrière où on se dit « je voudrais acheter un faux passeport », rien ne m'assure de l'honnêteté de la personne que je vais avoir en face de moi et qui me dit me vendre ce passeport. Donc, bien sûr, si on devait aller sur le dark web, on va faire preuve d'une très, 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 très grande vigilance parce que le risque est vraiment accru sur ce genre de réseau. On a parlé des activités illégales et il y a donc des conséquences légales. Naviguer sur le dark web, ça n'est pas illégal. Mais à partir du moment où vous allez vous en servir pour participer à des activités illégales, évidemment, vous vous exposez à des, à des possibles poursuites de la part des autorités judiciaires. Donc, on peut tout à fait naviguer sur le dark web. Il y a des choses qui ne sont pas illégales, mais à partir du moment où on va commencer à baigner dans des activités illégales, on sera tout de même mis en cause potentiellement. Et enfin, et non des moindres, c'est le contenu choquant qu'on va pouvoir trouver sur le dark web. Et au-delà de ce qu'on a vu précédemment des risques de sécurité, c'est vraiment un des éléments qui fait que c'est vraiment pas, super cool de naviguer sur le dark web. Donc, c'est illégal, moralement répréhensible. Donc là, j'ai marqué de la pornographie illégale, ça peut être de la pédopornographie, par exemple, mais on peut y trouver des images d'exécution de groupes terroristes, on peut y trouver des images de torture. Donc, rien de vraiment fun qui puisse, enfin, si ça doit être l'argument principal pour vous dissuader d'aller naviguer sur le dark web. Petit point actualité, j'avais préparé cette présentation et donc je suis venu rajouter un petit point actualité parce que figurez-vous que hier est paru cet article où on voit que les données de 13 millions de clients Carrefour ont été mises en vente sur le dark web. Donc, vous voyez, ça date d'hier matin. Donc une cyberattaque, ils ont attaqué les serveurs de Carrefour, ils ont récupéré plein de données et ces données sont en vente sur le dark web. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres des choses qu'on va pouvoir trouver sur le dark web. Vous avez le lien dans le chat si vous voulez le lire, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez y accéder directement via le chat. Merci Victoria. Et vous allez me dire, et les collectivités dans tout ça? Parce que vous êtes tous a priori issus des collectivités territoriales, donc on va essayer de voir
ce qui peut le plus nous impacter en tant que collectivité territoriale. Donc, quels sont les dangers? Les dangers, j'en ai pointé 4. On a bien conscience, vu le contenu plutôt malfaisant du dark web, que la liste pourrait être largement augmentée de différentes manières. Donc, premier point, ça va être le vol et la revente de données sensibles. Typiquement, les cybercriminels vont pouvoir avoir volé des informations personnelles sur les ordinateurs d'une commune, des informations administratives, des informations financières, mais pas forcément publiques, pour qu'elles soient revendues sur le dark web. Là où ça doit nous alerter, c'est notamment dans le cadre du RGPD, c'est que les données vont potentiellement contenir des informations sur nos administrés, des données personnelles des administrés. Donc, premier point, c'est que si la collectivité peut être concernée par rapport au dark web parce que des données qu'elle possède ont pu fuiter sur ce réseau. Ensuite, il y a les rançongiciels. Donc, les rançongiciels, on connaît déjà, si ce n'est que là, on apprend que ces attaques, on va pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour faire un rançongiciel sur le dark web, que ces attaques peuvent être directement menées depuis le dark web. Et bien sûr, l'impact, vous êtes déjà normalement sensibilisé à ces éléments-là, mais l'impact va faire que le rançongiciel qui va vous attaquer va bloquer complètement l'accès à votre ordinateur, voire supprimer vos données, et auquel cas, vous n'aurez plus accès à votre outil de travail. J'aurais peut-être même mieux fait, en le lisant, d'inverser les deux, puisque le rançongiciel va impliquer qu'on a pu perdre des données sensibles qui puissent être mis à la revente, comme on vient de le voir au-dessus. Troisième point sur lequel j'ai souhaité vous attirer votre attention, c'est le phishing ciblé, donc, ou hameçonnage en français. C'est la principale menace pour les collectivités territoriales. C'est la menace qui a le vent en poupe aujourd'hui en cybersécurité. Et évidemment, sur le dark web, on va avoir des groupes de pirates qui vont s'organiser pour planifier des attaques et les exécuter au moment opportun. Donc, on va se dire, à ce moment-là, je cible telle personne. Le fait de pouvoir trouver des informations sur les collectivités, sur les agents des collectivités, va faire que ça va permettre aux pirates également de renforcer la crédibilité d'une campagne de phishing qui sera envoyée vers les potentielles victimes. Et ensuite, espionnage, sabotage, déstabilisation. Donc là, on est sur des termes un peu génériques. Espionnage, ça va plutôt être de l'ordre du secret, pas secret professionnel, excusez-moi, j'ai perdu le terme, mais espionnage industriel, pardon, où effectivement des sociétés peuvent subir de l'espionnage industriel ou du sabotage industriel. Nous, peut-être que côté collectivité territoriale, on va plus avoir des actions de déstabilisation, où effectivement les actions menées depuis le dark web vont permettre de défigurer des sites internet pour promouvoir des activités, politiques, activités illégales, etc. Et tout ça pour nuire à l'image de la collectivité. Quand on fait ce constat des différentes menaces, on est finalement un petit peu dans une position où on va subir des choses et où c'est très difficile de s'en prémunir. Donc, on va essayer de voir comment être réactif, proactif face à ces menaces. Donc, on va essayer de voir quelles sont les solutions. Alors, en préambule de ce qu'on va voir qui est vraiment un peu plus axé dark web pour la présentation d'aujourd'hui, il est
il est important de rappeler que il y a des outils, il faut avoir un antivirus, il faut être vigilant quand on reçoit un mail. Donc les bonnes pratiques en matière de cybersécurité doivent rester de mise, et encore plus, on va dire, quand on a conscience de tout ce qu'on pourrait trouver sur le darknet. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 outils. Donc, un premier outil que certains d'entre vous connaissent sûrement déjà, qui s'appelle I have been pwned, qui permet de détecter si notre adresse email a été a fuité dans des publications de données, comme on vient de voir dans le cas de Carrefour en l'occurrence. Donc, je vais vous montrer un petit peu après comment fonctionne l'outil directement sur Internet. Là encore, Victoria vous mettra l'adresse dans le chat. Et C'est fait. c'est formidable. Et deuxième outil, qui est un outil que nous avons choisi de tester et d'acquérir en 2025 à la FIP 64, qui est un outil de recherche sur le darknet, dédié, alors, sur la capture d'écran, vous voyez, pour les entreprises, mais c'est tout à fait adaptable aux collectivités territoriales également. Donc là, on va partir du principe où nos données sont potentiellement sur le dark web, et on aimerait savoir si c'est vraiment le cas. Donc, hop, je vous bascule sur le site Have I Been Pwned. C'est bon. Merci. C'est à l'écran? Ok, Oui, super. parfait. Ce site est donc un site dans lequel vous pouvez avoir une entière confiance, va vous permettre de savoir si l'adresse email de la collectivité, mais c'est aussi valable à titre personnel, n'hésitez pas à utiliser cet outil, va vous permettre de savoir si votre adresse mail figure et circule sur le dark web. Donc, on va faire l'essai. Donc, je vais commencer avec mon adresse professionnelle. Est-ce que j'ai été victime? Non. Alors, le site s'affiche en vert. Alors même s'il est en anglais, j'en conviens, c'est assez facile de comprendre. Si c'est vert, c'est que c'est bon, et on va voir si je le fais avec mon adresse personnelle. On va voir que le résultat est moins bon. Si ça veut bien marcher. Ça, c'est C'est les aléas du direct. l'effet Bonaldi. En fait, elle est tellement de fois sur le dark web qu'il n'arrive pas à trouver. Ouais, ça doit être ça. Non, mais ça ne... Peut-être que le site a un souci. Peut-être que suite à notre webinaire, ils ont un afflux de... Ah. Comme j'y suis allé plusieurs fois, il veut vérifier que je suis bien allumé. Hein. OK. Là, je m'en suis servi un peu trop souvent pour tester. OK, OK. Un instant. Sinon, je peux le Bon. faire hein, s'il faut. Hein. Tu peux mettre mon adresse mail, c'est sûr. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Oui, ok. Je vous présente comme ça un peu Holyscan, donc est un outil avec un modèle de licence payante. Dans notre plan de notre bouclier cyber que l'on propose aux communautés de communes et aux communes, on l'a intégré dans notre bouclier cyber version 2 qu'on est en train de lancer. On commence à présenter l'outil dans les communautés de communes. Alors, c'est un outil qui vise plutôt des grosses collectivités, mais en cas d'attaque soupçonnée, on peut aller vérifier ce qui se dit
autour de la collectivité ou autour d'une certaine thématique. Donc là, typiquement, je suis en mode apprentissage, donc il y a des choses qui ne vont pas complètement fonctionner. Mais ici, dans le mode apprentissage, j'ai une liste déroulante de choses que je pourrais chercher. Donc, par exemple, je vais chercher surveillance. Le terme surveillance, j'ai été déconnecté, évidemment. Je vais le refaire. Hop, surveillance. Donc, si on cherche le mot surveillance sur le Darknet, donc là il y a marqué Darknet, c'est plutôt Dark Web, il va nous dire qu'il a trouvé plein de résultats. Donc vous voyez, et si on met surveillance Pyrénées par exemple, parce que je veux voir s'il y a des choses qui ont fuité sur la surveillance dans les Pyrénées, je vais rajouter un terme ici pour mon test et on a des informations. Donc on voit qu'il y a 122 endroits sur le Dark Web où les mots surveillance et Pyrénées ont été trouvés. Pour revenir un petit peu sur le fonctionnement de cet outil va en permanence chercher ce qu'il y a sur le Dark Web, le mettre sur ses propres serveurs et ne nous l'exposer à nous que d'une manière filtrée et sécurisée. Donc là, on ne travaille pas directement sur le Dark Web. Donc, ce qu'on va rechercher ne va pas sur le Dark Web. Les mots qu'on recherche ne vont pas sur le Dark Web. Et inversement, on est protégé. C'est-à-dire que les contenus illicites et choquants ne nous seront pas affichés non plus, le cas échéant. Donc là, on va essayer de lancer la recherche pour voir ce dont il s'agit. Et une fois de plus, voilà. Et donc là, on va trouver les différents endroits où il aura trouvé les éléments sur surveillance et Pyrénées. Alors, ce n'est pas forcément dangereux. Là, on parle de ZAD, donc il y a dû y avoir des groupes qui préparaient des actions de ZAD sur le Dark Web. Donc, ça peut faire l'objet de ce genre de choses. Donc là, on va trouver plein d'informations. Donc après, l'idée, c'est pas d'aller là-dessus, sur cet outil en permanence, hein. C'est de se dire, j'ai un doute parce que j'ai l'impression d'avoir été piraté, ou alors clairement j'ai été piraté, et suite à mon piratage, j'aimerais être sûr de ce qu'il y a comme données sur Internet et savoir ce que je dois faire, si c'est grave, si c'est pas grave. Donc on pourrait imaginer là-dessus mettre le nom d'une commune dans la recherche, et dans la partie bleue qui n'est pas accessible dans le mode apprentissage, là qui est encore actif sur mon compte, on va pouvoir chercher des fuites d'identifiants également, un peu à la manière du site précédent. Mais le site précédent va nous donner juste une image, oui ou non, elles ont fuité. Et là, on va pouvoir savoir dans quelle liste elles sont présentes, on va pouvoir voir exactement, un peu plus exactement, ce qui a fuité comme données. Donc, j'aimerais vous remontrer celui-là. Donc, voilà. Donc là, je voulais le faire avec mon adresse personnelle. Donc là, mon adresse personnelle, elle a été compromise. Et si je descends, je peux voir quand c'est qu'elle a été compromise. Donc là aussi, on voit les sites Internet dans lesquels elle a été potentiellement, où elle a fuité, où c'est sûr qu'elle a fuité. Donc effectivement, j'ai un compte LinkedIn et LinkedIn qui a été piraté. On voit qu'il y avait 164 millions d'adresses email et de mots de passe. Typiquement, quand on va voir ce genre d'informations, ça doit nous mettre le puce à l'oreille et se dire, et si j'avais un compte là, mon mot de passe a fuité, donc potentiellement, le pirate, il a un couple identifiant mot de passe dont il peut se servir sur LinkedIn et se faire passer pour moi, mais
si j'ai pas été très précautionneux et que j'ai utilisé le même mot de passe à plusieurs endroits, le pirate, c'est ce qu'il va également essayer de faire. Donc, il va se dire, mais certainement que le mot de passe qu'il a utilisé pour LinkedIn, c'est le même que pour Facebook, c'est le même que pour ses mails, etc., etc. Donc, à partir du moment où on a un doute ou quoi que ce soit, on peut aller sur ce genre de site, on voit si notre adresse mail a été compromise, et enfin, si les compromised data, donc les data compromises, sont inclus le mot de passe, bien sûr, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller modifier le mot de passe sur les sites concernés. Ça, c'est vraiment le réflexe à avoir et c'est finalement le seul moyen de pouvoir se prémunir par rapport à ce qu'on va trouver sur le dark web. On ne pourra pas faire disparaître ces listes d'identifiants du dark web. Donc, la seule solution pour nous, ça va être d'être réactif et d'aller modifier nos mots de passe avant qu'un pirate utilise ces listes et aille sur nos sites et services privés. Un autre outil qu'il y a sur ce site Have I Been Found, c'est la même chose, mais avec les mots de passe. C'est-à-dire qu'il va pouvoir voir si votre mot de passe ou un mot de passe que vous utiliseriez souvent, là encore, hein, je vous rappelle les bonnes pratiques, on utilise des mots de passe, si possible, différents sur chacun des services qu'on utilise. Mais là, on va pouvoir voir si un mot de passe qu'on utilise a pu apparaître dans des listes comme on a vu pour les emails, mais dans des listes de fuite. Donc, je vais en taper un peu au hasard. Et on voit que ce mot de passe que j'ai tapé un peu au hasard figure dans 1500 listes, ou apparaît 1500 fois dans des listes de mots de passe. Donc, si j'utilisais encore ce mot de passe très faible, parce que déjà, on voit qu'il fait que 6 caractères, si j'utilisais encore ce mot de passe très faible sur un des services auxquels je suis abonné, il conviendrait évidemment d'aller le changer de manière urgente. Donc, on peut essayer encore autre chose. Et donc, là, vous voyez, celui que j'ai tapé, il apparaît dans 4 millions de failles, parce que j'ai tapé tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc, si vous pensiez que vous aviez ça comme mot de passe et que c'était bien, c'est au moins dans 4 millions de fuites de données sur Internet. Par contre, si je mets un mot de passe plus sécurisé que j'utilise sur certains sites, on voit que là, pour le coup, ce mot de passe, à ce jour, n'apparaît dans aucune fuite qui a été recensée par ce site-là. Et à partir du moment où les fuites sont publiques, on peut considérer qu'elles ont été indexées par ce site Have I Been Found. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, que ce soit sur un plan personnel comme sur un plan professionnel avec l'adresse de la commune ou les adresses de contact d'une grosse collectivité. On peut voir si les comptes ont été piratés à certains endroits. Du coup, moi, j'ai fait le tour de ces outils-là. Donc, en résumé, surtout, qu'est-ce qu'on se dit? Ah oui, alors je voulais le dire et puis j'ai oublié. Vous voyez en bas de la capture d'écran, on voit le nombre de millions, enfin, voire de milliards de comptes qui ont été piratés et publiés. Donc, si vous avez quelques comptes sur Internet, il y a des chances qu'ils aient déjà été, au moins l'un d'entre eux, piratés. Donc, pour conclure sur le dark web, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas forcément illégal, mais d'une manière générale, il vaut mieux pas y aller, ou alors il faut vraiment savoir ce que l'on fait pour y aller. Donc, même si ça se popularise, ça, entre guillemets, hein, si on entend de plus en plus parler, c'est quand même quelque chose qui reste un domaine d'initié
ou en tout cas où il vaut mieux être initié pour accéder. Et les menaces qui sont inhérentes au dark web sont les menaces qu'on va retrouver d'une manière générale dans la cybersécurité. Et là, on a vu quelques outils pour pouvoir se prémunir ou réagir en cas d'attaque ou être proactif en se disant, à ce jour, mon adresse mail, je suis tranquille. Ou par contre, à ce jour, j'ai été piraté, donc je dois faire attention. J'en ai terminé pour cette présentation. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, on va pouvoir essayer d'y répondre tous ensemble. Merci Baptiste. Alors oui, effectivement, nous avons une question de Mirenchou Etcheberry qui demande si l'outil OnlyScan est gratuit ou payant. Alors, c'est un outil payant, c'est ce que j'ai indiqué dans ma présentation, c'est qu'on a choisi à la FIP 64 d'acquérir cet outil. Donc, le modèle actuellement est en cours d'élaboration, mais donc, comme je vous le disais, on l'a présenté au comité de communes. On s'est dit, dans notre modèle, comme c'est plutôt orienté grosse collectivité, que on a acheté 100 crédits pour l'année et on pourra se dire, on va en donner d'emblée 4 à toutes les comités de communes. Et on est en train de voir si on passe par les comités de communes ou directement ou en direct avec des communes, ce qui n'est pas forcément impossible, pour se dire que des crédits peuvent être alloués à une commune qui aurait connaissance d'une fuite. Alors après, voilà, ça reste un outil accessible mais un peu cher. On va pas se dire, on n'est pas on n'est pas là pour faire une recherche tous les jours, par exemple. C'est pas l'idée. Mais c'est vraiment de faire une veille de temps en temps ou en cas de faille avérée, on peut aller chercher quelles sont les données qui ont fuité. Donc, effectivement, j'ai vu que Victoria posait la question de savoir dans quelle commune vous étiez. On pourrait tout à fait faire une pré-recherche pour voir ce que ça donne. Donc, c'est C'est à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Donc, si vous voulez, alors, donc là, hop, si. En direct, vous allez avoir là. Et vu que En jusqu'ici rien live. n'a marché, Si, tout et a donc, fonctionné très bien. donc là, on est toujours en mode apprentissage, donc il y a Il faut que tu repartages ton Ouais. écran, Ouais, Baptiste. par contre, tu partages plus ton Ouais, écran. mais pareil, le résultat sera pas bon, donc je partagerai quand ça sera bon. Ah, non, 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 c'est un bon exemple. Donc, quand on tape Saint-Jean-de-Luz, on a 1500 résultats. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est la ville de Saint-Jean-de-Luz qui est ciblée, parce que là, d'autant plus que c'est 4 mots. Donc, il faudrait peut-être préciser la recherche en mettant des tirets ou en mettant entre guillemets. Ah, sinon, elle demande Ouais, sa gardien. Oui, c'est le centre social Chagardial, Ah, effectivement. oui, bon, excusez-moi, c'est avec l'accent. J'avais pas le bon. donc voilà l'idée. Donc là, en mettant Saint-Jean-de-Luz entre guillemets, on aurait des résultats. Voilà. Et si on cherche Avec l'accent, Baptiste. sa gardien, là, en tapant ça, on n'a aucun résultat. Donc voilà. Ok. Et l'autre outil il va chercher dans les réseaux, sur le réseau social Telegram, qui est une messagerie sécurisée, où en fait l'éditeur du logiciel a lui-même des robots qui vont filtrer, enfin qui vont aller essayer de récupérer tout le contenu de discussions qui sont même privées, où il va s'abonner à des forums, etc., dans lesquels circule ce genre d'informations. Donc, en mode opérationnel de l'outil, on peut aussi saisir une adresse mail ou un nom de domaine dans la recherche de fuite d'identifiants, ce qui va nous permettre d'avoir une idée plus précise de où pourrait être
les adresses email compromises de la collectivité. Voilà. Donc, typiquement, si le nom de domaine c'est Saint-Jean-de-Luz tout attaché, on peut aussi essayer de l'écrire tout attaché. Et comme ça, on va voir on pourrait voir ce que ça donne. 0. C'est plutôt bien, du coup. Du coup, vous pouvez être rassurée, Madame Etcheberry. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'il y a Amalia qui voulait prendre la parole. Oui, mais si d'autres personnes pas pour l'instant, souhaitent... tu peux y aller. Ok. Tu peux y aller pour l'instant. Merci beaucoup à tous les deux, déjà, pour cette présentation très éclairante. Ma question, c'est par rapport, voilà, je me mets à la place des communes. Si on se rend compte que nos données ont fuité en réalisant une recherche, par exemple, sur Olyscan, ou bien si l'adresse contact marché public, parce qu'on sait que ces adresses-là, elles sont souvent aspirées justement par les robots. Dans Have I Been Pwned, on voit que l'adresse contact ou l'adresse marché public, elle a été piratée parce qu'elles sont souvent publiées tout ça sur le site. Est-ce que modifier un mot de passe, ça suffit? Voilà, quel est comment doit-on réagir? Est-ce qu'il y a des actions progressives à mener? Et juste un petit mémo pour tout le monde. Ce que vous avez vu tout à l'heure quand Baptiste choisissait ses comptes et ses mots de passe, pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est le gestionnaire de mots de passe UpSign-On qu'on propose sans reste à charge pour toutes les communes dans le bouclier cyber et qui est un outil qui permet précisément de répondre à cette gestion du risque d'avoir des mots de passe complexes et uniques pour chacun de vos comptes. Voilà, je le redis en passant. Vous pouvez toujours nous faire la demande pour vous équiper. Merci Baptiste pour tes réponses. Alors, est-ce que changer le mot de passe, c'est suffisant? Peut-être pas, mais c'est la priorité. À partir du moment où on va voir que notre adresse mail a été compromise, l'idée, ça serait vraiment d'aller changer tous nos mots de passe. Alors, on sait que c'est pas forcément réalisable, mais la consigne serait d'aller changer tous les mots de passe. Alors effectivement, avoir un gestionnaire de mots de passe pour pouvoir les organiser et vérifier lesquels sont bons ou lesquels sont pas bons, ça serait un plus. Mais donc, ouais, le premier réflexe, c'est vraiment ça. Et alors, si c'est à titre personnel, l'accent doit être mis en particulier sur le mot de passe de la messagerie web. Effectivement, merci Emmanuel, j'allais y venir. Donc, la messagerie web ou des sites comme Amazon qui vous proposent d'enregistrer votre moyen de paiement pour rendre facile les paiements supplémentaires. Si vous avez ce genre de site, alors ça facilite la vie de manière inégalable. Mais si vous avez été piraté, il faut aller renforcer la sécurité de ces sites-là. Donc, en modifiant de suite le mot de passe et, comme ça a été écrit, en activant si possible, si c'est permis par les sites, si c'est proposé, le MFA qui est l'authentification multifacteur. Donc, pour ceux qui trouvent ce terme un peu barbare, c'est quand on vous envoie un code sur votre téléphone, par exemple, pour vérifier que c'est bien vous. Ce qui était le cas un temps pour des paiements sur Internet. Maintenant, c'est une validation dans l'application de la banque le plus généralement. Mais voilà, l'authentification multifacteur, ça repose sur plusieurs choses. C'est d'une part ce que vous savez, votre mot de passe, mais aussi ce que vous avez, et en l'occurrence votre smartphone. Donc, on va pouvoir se dire, je sécurise l'accès. Si quelqu'un trouve mon mot de passe, malgré le fait que je l'ai changé, que je l'ai renforcé, si quelqu'un trouve mon mot de passe, si j'avais l'authentification multifacteur, ça fait une étape de plus à laquelle va se heurter le pirate. Merci Baptiste. Alors,
je rebondis sur le message d'Emmanuel sur les cartes bancaires qui sont enregistrables sur UpSign-On. Effectivement, alors juste la petite parenthèse, c'est que comme nous, on le déploie généralement dans les communes et que les secrétaires de communes ne sont pas généralement du genre à enregistrer leur carte de bancaire sur leur site, mais effectivement, c'est possible aussi dans UpSign-On d'enregistrer ces moyens de paiement. Et ça marche plutôt bien. Merci Baptiste. J'en profite pour rajouter que j'ai mis sur le chat le lien vers une vidéo qui a été créée justement dans le cadre du Cybermois sur le MFA. Voilà, c'est une petite vidéo explicative de quelques minutes réalisée par la cybersécurité de la fibre 64 par l'équipe. Voilà. Écoute, apparemment, il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez pour parler ou alors pour réagir dans le chat. Pour l'instant, il n'y a rien. Ben voilà, on nous souhaite bonne journée. Donc, je pense que c'est la fin du webinaire. Allez, moi, je retourne sur le dark web. Victoria, Merci, Baptiste. Victoria, Oui. peut-être un dernier mot pour les communes, communautés de communes présentes, mais surtout pour les communes, celles qui souhaitent, qui sont intéressées justement par l'outil Holiscan. Le mieux, c'est de se rapprocher de leur communauté de communes, puisque aujourd'hui, comme l'a dit Baptiste, on est en train de les sensibiliser. Et théoriquement, vos communautés de communes, via vos conseils communautaires, réunions secrétaires de maire et DGS ou bien bureau des maires, devraient vous informer des nouveautés du bouclier cyber V2. Il me semble qu'on avait, alors je ne sais plus si on avait fait un webinaire sur la présentation du bouclier cyber V2. J'ai un doute. J'ai un doute. Ben, ce sera peut-être une prochaine étape où on vous montrera un petit peu dans les idées des clés ou dans les webinaires ce qu'est le bouclier cyber V2 et que vous puissiez continuer à augmenter votre protection face aux risques cyber. Merci. J'en profite, Monsieur Fromanter ajoute que certains logiciels de mots de passe comme Bitwarden vérifient les fuites de données. Voilà, donc, si vous avez ce logiciel, voilà, vous pouvez également vous en servir. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau webinaire sur les chatbots des alliés fantastiques dont on vous expliquera tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez l'invitation cette fin de semaine et vous retrouverez également la rediffusion de ce webinaire, également cette fin de semaine sur le site des webinaires. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Baptiste. Merci à tous.